Serigne Mboup, directeur général Lassar. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Serigne Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement des jeunes en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio 90.3. Docteur Makumba Diouf, directeur de l'horticulture. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur la 90.3 e-radio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Adam Awad, je suis directeur de publication de Financial Afrique. J'écoute Business Mag sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Les femmes, un atout pour l'économie. Paradoxalement, dans de nombreux pays, les normes sociales placent les femmes dans un rôle domestique. Comment sortir de ce stéréotype? L'inégalité de genre dans le milieu du travail, une réalité et un manque à gagner pour nos économies. La femme et entrepreneuriat, barrières, contraintes, enjeux économiques. Pour aborder toutes ces questions, Business Mag reçoit ce samedi 1er juin 2019 de 11h10 à midi Fatou Morgana Diop-Gueye, cofondatrice et directrice marketing et développement de Carapid Prestige et e-commerce au Sénégal. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3. La contribution des femmes dans l'économie nationale. Notre thème du jour, pour en parler, Business Mag reçoit Fatou Morgana Diop-Gueye, cofondatrice de Carapid Prestige, directrice marketing de e-commerce for Sénégal. Fatou, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bonjour Oumou, merci à toi, merci de m'avoir invité sur la 90.3 pour parler des femmes. Mais je précise que vous êtes la première femme à venir dans Business Mag. Ah, je suis très contente, alors moment historique pour la e-radio. Voilà, on va attaquer directement. Alors Fatou, dites-moi, quelle place pour le travail des femmes dans la croissance économique du Sénégal? Alors, le rôle des femmes aujourd'hui dans la croissance économique au Sénégal est très importante. Parce qu'il faut savoir, sur une population de 16 millions d'habitants, nous sommes quand même 50% de femmes aujourd'hui et nous apportons notre main à l'édifice pour la construction de ce pays. Donc, importante la place des femmes aujourd'hui. Voilà, importante, mais les normes sociales, c'est la réalité, ont souvent placé les femmes dans un rôle domestique. Il est vrai que les choses ont évolué, mais est-ce qu'aujourd'hui, la femme sénégalaise semble sortir de ce stéréotype pour faire face aux nombreux défis économiques? Oui, aujourd'hui, Oumou, la femme s'émancipe. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de femmes dans les entreprises, au travail, pas que dans les foyers, au niveau des tâches domestiques. Elles sont également dans les bureaux, elles sont à la vente, elles sont dans le commerce, elles se développent. Il est vrai qu'il y a des barrières aujourd'hui sociales et culturelles qui font pour que les femmes restent à la maison, mais beaucoup d'organismes aujourd'hui et l'État également joue pour que ces femmes aient un rôle beaucoup plus actif dans l'économie du pays et pas forcément que dans les foyers. Oui, mais les barrières sont là. On va s'arrêter un peu sur ces barrières qui sont un obstacle aussi pour que la femme puisse jouer son rôle pleinement dans le développement de l'économie. Oui, effectivement, les coutumes sont bien ancrées, les cultures sont là, qui freinent effectivement ce développement des femmes. Mais on y arrive petit à petit. Nous, cette nouvelle génération-là, on arrive à briser, on va dire, ces barrières culturelles et sociales pour y arriver. Et il faut qu'on continue. C'est grâce à des femmes comme vous et qu'on pourra continuer effectivement ce travail-là, qu'on y arrivera petit à petit. Les barrières culturelles demeureront.
il faut pas les oublier parce que ça fait très longtemps qu'elles sont là, elles sont ancrées dans la société sénégalaise, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et on arrivera à les dépasser. Et le rôle de l'État dans tout ça? L'État aujourd'hui participe on ne va pas à briser ces barrières-là, mais à rendre et à mettre la femme en avant. On a la politique de la parité qui montre quand même que l'État a envie que les femmes soient au devant de la scène. On fait beaucoup de choses, par exemple avec l'ADER qui met aujourd'hui, donc c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes, des jeunes et des femmes, qui met en avant le rôle des femmes dans les régions pour leur permettre de quitter l'informel pour se formaliser, avoir un commerce, pouvoir entreprendre également, parce qu'il faut que nous, en tant que femmes, on puisse entreprendre pour pouvoir développer nos villages, nos secteurs, nos régions. Et l'État joue. Donc on remercie aujourd'hui l'État sénégalais qui fait beaucoup pour que la femme puisse avoir une place aujourd'hui au sein de la société sénégalaise. À l'heure actuelle, pensez-vous que les femmes rencontrent toujours des obstacles relatifs au renforcement de leur statut économique, surtout un statut de chef d'entreprise, parce qu'on a des cadres femmes? Oui, aujourd'hui, on a des cadres femmes. Moi, j'en suis une, donc je peux parler en leur voix. Puis on se rend compte que dans une entreprise gérée par des femmes, c'est beaucoup plus simple. Si on a des auditrices aujourd'hui qui nous écoutent, avoir des femmes au comité d'exploitation, au comité de direction... Vous allez vous attirer la foudre des hommes? Non, les hommes sont là. Heureusement qu'ils sont là également pour nous accompagner. Hein. Les auditeurs hommes, merci à vous d'accompagner toutes ces femmes aujourd'hui à devenir ce qu'elles sont, d'être chefs d'entreprise ou à certains postes clés d'une entreprise qui permettent le développement économique de ce pays, parce que nous, on met en place des stratégies douces. On sait que si les plus grandes consommatrices restent des femmes, donc si on est là à prendre des décisions dans les entreprises, à savoir comment ça marche, c'est qu'il y a des consommatrices derrière. Donc on sait ce qui marche pour mettre en valeur un produit. Donc, continuons à créer des femmes cadres à des places importantes de la société, et le Sénégal se développera plus vite qu'on ne le pense. Les disparités de genre, une réalité, un frein pour nos économies, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Oui, d'ailleurs, dans un rapport sur le développement humain en Afrique, le programme des Nations Unies pour le développement estime que les disparités de genre engendrent un manque à gagner de 95 milliards de dollars par an en moyenne en Afrique subsaharienne, soit plus de 55 000 milliards de francs CFA. C'est énorme, ces chiffres-là sont énormes. Donc ça mène l'envie qu'il faut qu'on voit pour nos développements de nos pays, le développement de notre continent, il faut que, comme on disait, un peu casser les barrières sociales et les coutumes pour pouvoir vraiment mettre en avant la femme et lui donner la chance également qu'elle est capable, parce que gérer un foyer, c'est pas simple, et on le fait très bien aujourd'hui. On sait s'occuper de nos foyers, on sait que ce qu'il faut pour que ça marche. Donc quelqu'un qui sait gérer son foyer peut gérer une entreprise et peut participer également au développement d'un pays. Donc il faut qu'on nous fasse confiance aujourd'hui. Il faut qu'on remette le rôle des femmes là où il faut, et qu'on bouge ce manque à gagner. Ces chiffres sont énormes. On parle de milliards, et on est sur 55 milliards quand même. Donc du coup, si on arrive de donner un petit peu confiance à de plus en plus de femmes, on pourrait développer ce continent rapidement. Mais après, souvent, on reproche, par exemple, aux femmes qui sont dans les entreprises, que souvent, les recruteurs ont souvent quelques appréhensions. La femme avec la maternité, avec l'absentéisme dû peut-être à son statut de femme, elle arrive souvent peut-être à un stade où elle va prendre des congés de maternité et tout ça. Ça aussi, ça fait que souvent les recruteurs hésitent, appréhendent à recruter des femmes. Que pensez-vous de cela? Bon, ça, c'est vrai que c'est dans la mentalité, dans le regard d'un homme. Mais c'est vérifié aussi quand même. Un homme qui prend des congés de maternité, c'est vrai que ça existe dans certains pays, mais chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Presque 3 mois et demi aussi. C'est vrai, mais il en faut des femmes qui tombent enceintes pour pouvoir, pour qu'on puisse, c'est normal, voilà, avoir des hommes et des femmes qui perpétuent. Il est vrai que ça peut être un manque à gagner pour une entreprise, peut-être de perdre en productivité, qu'une femme parte en congé maternité. Mais après, on peut être productif sans pour
pourront être au bureau, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on est enceinte, qu'on est malade et qu'on ne peut rien faire. Si on nous donne... on pourrait, hein. Moi, par exemple, à ma dernière grossesse, je suis restée au bureau. J'ai quitté le bureau à 17h. À 23h, j'étais en train d'accoucher. Donc, du coup, c'est des choses. Après, c'est mon propre business. Donc, je fais tout pour y participer. Mais ça veut dire qu'on est capable. Si on nous met en pause, c'est parce qu'on a besoin de se reposer et qu'on ne peut pas toujours travailler. Parce que ça peut amener des conséquences graves, des accouchements précoces, qu'on peut dire. Mais on peut être productive au bureau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une femme homo est enceinte dans une entreprise, part en congé maternité, si on a absolument besoin d'elle, elle reste disponible. On peut la joindre par téléphone. Aujourd'hui, le numérique fait qu'on peut être joignable. Il y a le télétravail aussi. Voilà, aussi également. Donc, on peut s'appeler par vidéoconférence. On est toujours disponible. Et une femme qui aime son travail, elle est toujours disponible pour travailler. Donc, si on change les mentalités aussi de ce regard en disant j'ai peur d'embaucher une femme parce qu'elle risque d'être enceinte et que ça va mettre un manque pour ma productivité, on est dans la négativité. Par contre, si on dit qu'une femme, oui, je la prends, elle va m'apporter, puis une femme qui sait qu'elle va devenir enceinte va travailler 2 fois, voire 3 fois plus pour pouvoir combler ses 3 mois d'absence au bureau. Et dans les pays développés, on voit des cas où dans la structure, dans l'entreprise, il y a une crèche. Oui. Il y a une crèche ce qui fait que la femme peut venir au travail avec son enfant, déposer son bébé à la crèche, aller travailler tranquillement. Parce que femme et foyer, femme et bureau aussi, c'est une réalité. Oui. Voilà, c'est une réalité. Et on ne peut pas échapper à cela. Non, c'est vrai. C'est notre destinée, on va dire. Et comme on y revient à chaque fois, ce sont des barrières culturelles. Peut-être qu'au Sénégal encore, on ne s'est pas encore vu d'amener son bébé au travail, de le mettre en crèche, à l'heure de donner un tété, de descendre, de lui donner un tété. Peut-être que ça changera, ça viendra. Nous, notre génération qui est partie à l'étranger, qui a vu comment ça se passait aux États-Unis, en France, en Angleterre ou autre, se dit peut-être s'il devient femme d'entreprise, moi, peut-être pourquoi pas, moi, si j'ai une de mes salariées qui tombe enceinte et qui accouche, en lui disant voilà, on peut peut-être organiser, si jamais ça t'intéresse, d'avoir une petite salle pour si tu veux venir avec ton enfant, lui donner un tété. Pourquoi pas, si elle est d'accord. Mais après, est-ce que sa famille sera d'accord? Est-ce que son mari sera d'accord? Non, peut-être qu'il faut rester avec ton bébé jusqu'à qu'il grandisse, tout le monde ne peut pas le voir, ça peut lui porter l'œil. Voilà, il y a des choses qui donc sont là. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes prête peut-être à mettre une crèche pour mettre à l'aise votre personnel féminin? Bien sûr, parce que moi, mes bureaux, j'habite juste au-dessus de mes bureaux. Donc, quand j'allaite, je monte, j'allaite, je redescends, je viens travailler. Donc, ce qui est bon pour moi est forcément bon pour mes collaboratrices. Est-ce que vous avez déjà proposé à vos collaboratrices de mettre peut-être une crèche pour assouplir un peu? On en avait parlé quand j'avais une de mes collaboratrices qui était enceinte en disant une fois que tu aurais accouché, il n'y a aucun souci pour que ton bébé puisse venir avec le mien, qu'on puisse trouver une solution. Comme ça, je sais que tu aimes ton travail, tu pourras pas être loin de ton travail, mais tu pourras être proche de ton bébé également. Donc, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Et s'il y a des femmes qui m'écoutent, je sais qu'elles y pensent, mais qu'elles ont peut-être peur de sauter le pas. Mais on est plusieurs à y penser. Donc, le fait d'en parler, peut-être que ça deviendra... Et ça augmente la productivité Et ça augmente la productivité, bien sûr. Une femme qui est au travail, qui a son enfant à côté, elle a envie de faire plus parce qu'elle voit son bébé. Elle est rassurée. Elle est rassurée, puis elle se dit, je le fais pour mon enfant. Si je continue à bien travailler, à avoir un salaire et tout faire pour le développement dans mon pays, mon enfant qui est à côté participera. Donc, elle est encore plus productive et une productivité saine. Voilà, une productivité saine. La réduction des inégalités de genre passe-t-elle par une meilleure prise en compte du travail féminin au sens large, c'est-à-dire incluant l'ensemble des activités féminines? Je répète la question. La réduction des inégalités de genre passe-t-elle par une meilleure prise en compte du travail féminin au sens large, c'est-à-dire en incluant l'ensemble des activités féminines? Pensez-vous, Solène? Oui, bien sûr. Il ne faut pas qu'on ait de barrière entre ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pour les hommes. Il faut se dire qu'aujourd'hui, une femme qui se sent capable de faire un travail, il ne faut pas la juger parce que c'est une femme. Si elle a envie de le faire, c'est qu'elle a mûrement réfléchi au projet et qu'elle en est capable également. Donc, il ne faut pas qu'on se mette des barrières en disant ça, c'est un métier pour homme ou ça, c'est un métier pour femme. Et le fait qu'on puisse aujourd'hui travailler sur tout, pouvoir... donner un peu de notre énergie, de notre savoir, permettra justement d'enlever ces barrières
et de pouvoir participer à l'économie de notre pays, tout en étant, par exemple, le mot mécanicien me vient directement dans l'esprit, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mécanicien, on l'associe directement à un homme. Pourquoi les femmes ne seraient pas capables de faire de la mécanique ? Mais les choses sont en train de changer. Oui, parce que je regardais une émission, je ne sais plus où, on parlait justement d'une femme mécanicienne à Dakar qui travaille sur les cars rapides ou les bus, qui est présente et qui aime ce métier-là. Donc les choses changent. Maintenant, il y a des métiers aussi que les hommes pourraient faire, hein, que les femmes font et vice-versa. Ça permettra, et il le faut pour nos enfants. Il le faut pour nos enfants qui voient qu'il n'y a pas que la dinette pour les filles, que les voitures pour les garçons, qu'on est capable de faire tous la même chose. Ça permettra d'augmenter la productivité et de combler ce trou de 55 milliards. Oui, mais dans certains domaines, par exemple, dans la géologie, par exemple, on verra plus d'ingénieurs géologues que de femmes. Et ça, on ne peut pas dire que c'est les branches qui sont là, les femmes peuvent y aller, mais c'est les femmes qui refusent de suivre ces branches-là. Ça aussi, c'est un problème aussi. Oui, parce qu'elles ne sont pas très bien renseignées sur comment ça se passe. Pourtant, elles sont très bien renseignées. C'est vrai, alors pourquoi elles ne veulent pas ? Elles ne veulent pas. Ça aussi, souvent, c'est bien d'accuser, de dire que les femmes ont été freinées parce que voilà, sur certaines branches, on leur a fermé les portes et tout ça. Mais il arrive par moments aussi que les femmes aient peur d'aller s'aventurer dans certains domaines. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois ma belle-sœur, Maïmouna, elle a choisi une branche de métier d'homme. Elle est ingénieure dans tout ce qui est automatisation, robotique. C'est un métier pas facile. Au début, elle aussi, elle avait peur, mais grâce à sa famille qui l'a encouragée en disant c'est un métier que tu peux faire. Aujourd'hui, donc, elle a été diplômée et elle en sort. Elle est contente aujourd'hui d'avoir un parcours où dans ses classes elle était presque la seule femme, et c'est une fierté aujourd'hui. Et puis on voit aussi plein d'autres étudiantes qui deviennent diplômées, on entend beaucoup en ce moment premières femmes diplômées dans certains corps de métier. Ça veut dire destiné aux hommes. Ça veut dire que les mentalités changent et qu'on a moins peur. C'est important ça aussi. On a moins peur, ça veut dire qu'on devient de plus en plus forte et que nos hommes nous accompagnent aussi. Ça, c'est important. L'éducation des filles, la promotion de la recherche, des solutions peut-être idoines à ce fait. Parce qu'on a constaté aussi qu'il y a une amélioration dans certains concours ou appels à candidature. On précise que la candidature des femmes et des filles est encouragée. Donc, oui. on nous tend la perche. Mais quelque part aussi, il y a une certaine résistance de notre côté, Fatou. Je ne sais pas s'il y a une certaine résistance de notre côté. Tu penses vraiment C'est mon avis, tu es libre de donner ta... Avant, c'est vrai que par exemple sur les recherches d'emploi, on voyait beaucoup recherches avec des noms masculins. Maintenant, j'ai remarqué qu'on met entre parenthèses eux. Donc, on appelle aussi les femmes. Et parfois même, on met la mention candidature des femmes encouragées. Oui, ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi. C'est qu'on a cette peur, peut-être qu'on se dit qu'on n'est pas capable de réussir autant que les hommes. On en revient encore à ça, nos barrières culturelles, coutumes, qui peut-être nous ont ancrées en disant que la femme reste un peu derrière l'homme. C'est pour ça qu'on a peur aujourd'hui d'aller vers certains métiers en se disant qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas assez le courage de le faire. C'est peut-être ça aussi. Mais le monde bouge, il change. Il change, et ça, c'est à nous, en tant que maman, que future maman, de le donner dans l'éducation de nos enfants, de nos filles, de nos fils, en disant que tout ce que l'homme est capable de le faire, la femme également est capable de le faire aujourd'hui. Qu'il ne faut pas avoir peur que si tu as envie de faire ce métier ou que tu as envie de faire ça, d'encourager nos enfants. Pas forcément les bloquer en disant non, ça c'est un métier pour homme, non, c'est un métier pour femme. Il faut qu'on casse. Il n'y a plus forcément métier homme, métier femme. Ces métiers pour pouvoir avoir un avenir meilleur, une bonne vie, et aussi développer pour son continent et pour les générations futures. Les femmes constituent un peu plus de la moitié de la population mondiale, mais leur contribution aux chiffres d'activité est inférieure à leur potentiel, c'est une réalité. Oui. À l'échelle mondiale, toujours, les femmes ne représentent en effet que 40% de la force de travail officielle. L'entrepreneuriat, une alternative ? Une grande alternative au l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique à aujourd'hui, parce que c'est un mot qui fait moins peur, qui est beaucoup plus accepté par les femmes également et par les jeunes, parce qu'on comprend leurs difficultés, on comprend également leurs peurs et on s'adapte
à ces femmes-là. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, de 40 ans, qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas forcément une grande ouverture d'esprit, qui n'a pas voyagé, qui est dans l'informel, qui va vendre ses fruits et légumes pour subvenir à ses besoins. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui aide. Elle permet à ces femmes de quitter l'informel pour le formel. Moi, je pense que c'est une très, très bonne solution. Et l'État du Sénégal l'a compris également, et avec tous les programmes d'entrepreneuriat qu'ils mettent en place pour les femmes et pour les jeunes. C'est important également. Donc, selon vous, comment se porte l'entrepreneuriat féminin au Sénégal ? Il va bien. L'entrepreneuriat au Sénégal, je pense qu'il va bien, qu'il est mis en place. Il y a des concours qui se font. On a que je disais tout à l'heure, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes qui est vraiment actif aujourd'hui au Sénégal, qui a parcouru tout le Sénégal, qui allait dans toutes les régions pour voir les besoins de ces femmes-là et de mettre en place. Les femmes qui font la transformation de mangue en Casamance, les femmes qui font la transformation de poissons dans la région de Mbour, dans les îles du Saloum, au niveau de Differ. Donc du coup, on met en place, on va vers elles et on les aide pour pouvoir développer cette économie-là. L'entrepreneuriat au Sénégal aujourd'hui est en forme, et continuons dans cette lancée-là parce que ça va permettre un développement du pays très très actif et très très rapidement, et on a besoin de ça. Les barrières liées au financement ? Aujourd'hui, les banques ne financent pas, c'est une réalité qu'il faut dire que... Est-ce que celles qui déposent leurs projets déposent des projets bancables aussi ? Après, qu'est-ce qu'un projet bancable ? Parce que quand on arrive avec un business plan, avec tout ce qu'il faut, les banques nous disent, bon, voilà, vous êtes un peu jeune, revenez quand vous avez des... Ah oui, moi, ce que je vous parle, c'est de l'expérience. Revenez quand vous serez avec un peu plus d'expérience, justement, que vous aurez un peu plus de clients, on pourra voir ce qu'on pourra faire. Effectivement, on revient... Oui, mais c'est pas assez. Il faut quand même que vous ayez un peu plus de clients. Il faut qu'on vous connaisse, que vous fassiez vos preuves. Je pense que les banques commencent à financer les entreprises une fois qu'elles ont 5 ans d'activité et que ça marche. Avant, on est trop frileux. Et puis, d'un côté, je les comprends pas, mais investir dans quelque chose qui ne va pas marcher pour des banques, c'est quand même... bon, après, l'histoire des banques, c'est un peu compliqué, mais on a des choses qui sont mises en place par l'État et qui permettent justement, Mais on ne peut pas compter tout le temps, Fatou, sur l'État quand même. On ne peut pas compter que sur l'État, mais niveau des financements, on compte sur qui alors ? Si les banquiers ne prêtent pas... Il y a le crowdfunding, une solution. Oui, mais est-ce que ça marche en Afrique, le crowdfunding ? Justement, pourquoi c'est un outil universel. Pourquoi ça bloque en Afrique ? Moi, j'ai pas de connaissance de personnes qui ont réussi à faire marcher un crowdfunding en Afrique. S'il y en a qui ça a marché, ce serait bien de nous le dire et de voir comment ils ont réussi ça... a réussi à en mettre en place. Après, il y a un autre système qui pourrait marcher, c'est la tontine. Oui. La tontine qui est un peu le crowdfunding africain, on va dire, peut-être mise en place. Ça peut marcher. Parce que le crowdfunding, c'est juste donner pour donner, en fait, et de participer à un projet, peut-être y avoir des parts ou autre. La tontine, on donne, mais on sait qu'on va récupérer cet argent-là à un moment donné où qu'on aura besoin. Et nous, en tant que Sénégalais, on a besoin quand même, ou tant qu'humain, africain ou autre, de quand on donne, d'avoir retour sur investissement. Pour tout humain, c'est normal aussi. Hein, après le crowdfunding, on donne, on a un peu comme des business angels qui donnent parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent et que ça peut aider, qu'ils pourraient avoir un retour sur investissement, peut-être ou peut-être pas. Ça ne leur coûte rien de toute façon. Voilà, je rappelle aux auditeurs que vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Fatou Morgane Diop-Gueye, cofondatrice de Carapid Prestige, notre invitée du jour. Fatou, nous allons parler du secteur informel, surtout pour le cas de notre pays, le Sénégal. Notre tissu économique est dominé à plus de 90% par le secteur informel. Dans la banlieue, par exemple, les femmes s'activent au petit commerce, une activité qui fait vivre toute une famille, notamment règle les dépenses quotidiennes, mais permet aussi à ces dames d'être autonomes. En tout cas, c'est ce qui est sorti du reportage réalisé par notre correspondant permanent dans la banlieue, Mamadou Lamine Fati. Nous allons l'écouter. Le commerce informel comme base économique. La femme reste la première actrice de ce commerce. Anta Amar est dans le commerce informel, un commerce qui fait vivre sa petite famille. Je vends des mangues, des bananes, des pommes, toutes sortes de fruits. Parfois, j'y associe des pommes de liane ou mad, tout ce qui vient de syndicat, pourvu que j'y gagne un peu d'argent. Économiquement, un commerce très rentable. Anta se frotte les mains.
Dans ce commerce, on s'en sort bien. On peut avoir entre 15 000 ou 20 000. Ça dépend, c'est selon les jours. Cet argent nous sert à régler nos petits besoins. Après l'amortissement, les imprévus, c'est aussi pour les cérémonies familiales. Vous savez, nous les femmes, quand on règle les problèmes de la famille, le reste c'est pour nous, avec les tontines et autres. C'est vrai que ce commerce marche bien. Depuis son enfance, Mami Diallo a toujours vu sa mère faire du commerce. Aujourd'hui, elle la remplace dans ce petit commerce et elle se dit très fière. On vend de l'arachide grillé, sucré, des mangues, des clémentines, c'est selon la saison. Parfois ça marche, parfois non, juste pour ne rien faire. Parfois aussi, on a nos petits projets avec les tontines. Des fois, on achète des salons, des meubles. Cela nous permet aussi d'être autonomes. De soutenir nos maris et la famille. Moi, je fais ce commerce pour aider ma mère parce que c'est un héritage. De petits commerces informels, mais qui payent le loyer, l'alimentation, la scolarité des enfants, sans oublier les tontines. Ces femmes s'activent toujours en bravant le temps, juste pour faire vivre leur famille. Guédiawaye Mamadou Lamine Fati, iRadio. Mamadou Lamine Fati, merci infiniment. Fatou, vous avez écouté religieusement le reportage, je vous ai vu très concentré. Que vous inspire ce papier? Ça montre encore le tissu économique des femmes au Sénégal, qu'elles ne sont pas à la maison à rien faire et qu'elles font tout pour pouvoir subvenir à leur famille, à l'éducation de leurs enfants et à la condition de vie de leurs enfants. Moi, ça me touche à chaque fois d'entendre ces discours-là, ces expériences-là, parce que c'est très important. Ça veut dire qu'on n'est pas là à rien faire et qu'on essaye vraiment, comme on le dit, en fait. On est toujours à faire quelque chose pour pouvoir apporter un développement de notre famille et toujours de faire le mieux pour nos enfants. Oui, c'est bien, mais elles sont dans l'informel. Comment faire quitter ces femmes du secteur informel vers le formel? C'est aussi important pour l'économie nationale. C'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des femmes qui ne sont pas forcément allées à l'école et que tout ce qui est formel fait peur. Parce qu'il faut se déplacer, ce sont de l'administration, des papiers. C'est déjà pour nous qui sont scolarisés, c'est assez compliqué de voir. Il faut aller peut-être chez un notaire, il faut avoir un registre de commerce, un INEA. Et voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, on a des structures en place qui le font, qui aident à accompagner ces femmes-là, à les faire quitter de l'informel vers le formel, en les suivant, en ayant un langage aussi qu'elles connaissent. Et c'est ça, il faut un accompagnement. Et ce que je disais aussi, il est peut-être important, vous les médias, d'avoir des émissions peut-être qui parlent de comment quitter l'informel vers le formel, comment il faut faire. Pour ces femmes-là qui écoutent beaucoup la radio, qui regardent beaucoup la télé également, d'avoir peut-être des petites émissions où elles pourraient intervenir et qu'on puisse savoir quels sont leurs freins, quelles sont leurs peurs et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir les accompagner. En Casamance, par exemple, beaucoup de femmes s'activent dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais depuis un certain temps, on a vu que la donne est en train de changer. Elles préfèrent quitter la terre et venir à Dakar chercher un autre travail. Et pourtant, l'agriculture est une activité génératrice de revenus. Certains experts même disent que l'agriculture est l'avenir de l'économie sénégalaise. Oui, effectivement. Moi, j'ai un exemple très prenant. Mes nounous, celles qui partagent avec moi, qui m'aident à la maison et mes enfants, ont quitté Bignona. Et je leur ai demandé pourquoi vous avez quitté Bignona. Elles me disent pour chercher du travail. Je leur demande, mais il n'y a pas du travail à Bignona? Elles me font si, mais c'est dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le maraîcher. Et pour pouvoir effectuer ce travail-là, il faut déjà avoir de l'argent pour pouvoir se lancer et pouvoir continuer dans cette économie-là. Et le plus simple pour nous, c'était de venir à Dakar et de trouver du travail parce qu'on en a plus et d'avoir un salaire.
je leur ai dit, et avec ce salaire-là, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, il y en a une qui a monté un commerce. Donc, par exemple, elle m'a dit, à Bignona, le problème qu'on a, on n'a pas de boutique cosmétique. On est obligé d'aller jusqu'à Ziguinchor pour acheter de l'afro qui coûte, par exemple, sur le marché national à 250 et nous, on l'achète à 500. Déjà, il faut prendre le taxi pour aller jusqu'à Zig, il faut l'acheter à 500. Finalement, se coiffer revient cher. Donc, elle a monté un petit business où, avec son salaire, elle achète des produits cosmétiques qu'elle envoie à Bignona et que ça marche et voilà, elle monte comme ça. Et la seconde, elle a pu, elle m'a dit, je dis, avec ton salaire, qu'est-ce que tu as pu faire? Elle m'a dit, ça m'aide beaucoup. J'ai pu offrir un lit à ma maman et là, je suis en train d'en faire un deuxième pour mes frères et mes sœurs. Donc, moi déjà, ça me fait plaisir à chaque fois ces petites anecdotes-là. Et on n'a pas forcément que du Sénégal en plus, parce que j'ai d'autres personnes qui travaillent dans mon entreprise, qui viennent d'autres pays. Par exemple, j'en ai une qui nous vient de Lomé, du Togo. Et je lui ai demandé, alors pareil, pourquoi tu as quitté le Togo? Donc elle me dit, j'ai un rêve pour ma fille qui rêve d'être hôtesse de l'air. Et pour pouvoir qu'elle fasse ce rêve-là, je souhaite qu'elle vienne faire ses études à Dakar. Pour ça, j'avais besoin d'avoir un meilleur salaire parce que le salaire n'est pas très très haut au Togo et Dakar me permettait justement de pouvoir le faire. Donc elle a quitté, ça fait 1 an qu'elle a quitté, qu'elle travaille et son but c'est d'économiser, de pouvoir prendre son appartement et quand sa fille aura passé le bac, qu'elle puisse continuer à faire ses études à Dakar et réaliser son rêve. Son rêve de jeune fille et on en revient justement à l'éducation de nos enfants qui est très important. Oui, quand les filles quittent le circuit scolaire à 16 ans, c'est un problème et ça c'est un frein pour l'économie. Tout à fait. Parce que c'est à partir de 16 ans où justement, effectivement, on a une base dans la scolarité, on peut se débrouiller, on peut parler, on peut amener ses besoins, mais après, ça permet de se professionnaliser dans un secteur d'activité qui va permettre justement de pouvoir d'avoir des cadres. Voilà, d'avoir des cadres. Des cadres familles. D'en avoir plus, c'est ça, d'en avoir de plus en plus et d'avoir ces décisions qui viennent de femmes. C'est important, les filles. Il faut continuer à aller à l'école, il faut avoir le bac, il faut se professionnaliser, aller dans un secteur d'activité important et de remplir de cadres et qu'on puisse prendre des décisions et qu'on ne les prenne pas à notre place. On va revenir un peu sur l'anecdote. Oui, j'y arrive d'une de tes nounous. Si toutes les femmes refusent de s'investir dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, ça aussi c'est un problème et ça sera un manque à gagner parce que c'est des secteurs avec des potentialités non négligeables. Tout à fait. Comme on dit encore, on a différentes choses qui se mettent en place dans le pays justement pour aider ces femmes-là à trouver des financements, à s'organiser et qui vont empêcher cet exode rural. Parce que on le dit toujours, on est toujours bien chez soi. Je ne sais pas si je la dis bien l'expression, mais effectivement, si ces femmes-là arrivent à avoir un bout de terre pour faire de l'agriculture, transformation de mangue, élevage, elles vont permettre de dynamiser ces secteurs-là parce qu'il n'y a pas que Dakar au Sénégal. Il faut qu'on puisse dynamiser Tambacounda, Bignona, Mbour, Kaolack, Saint-Louis, Matam. Et plus on arrivera à dynamiser ces villes-là, plus le pays deviendra fort. Parce qu'on retrouvera la même chose à Dakar qu'on retrouvera à Bignona. Ça m'a vraiment marqué. Le fait de se déplacer à Ziguinchor pour acheter de la froid, c'est quand même quelque chose important. Nous, à Dakar, on quitte une rue, on l'a. Il faut la même chose pour ces jeunes filles-là, parce que c'est important aussi, nos femmes, d'être libres, de se sentir belles, de prendre soin de nous. C'est important, ça commence par là aussi. C'est Fatou la féministe qui parle ou Fatou la chef d'entreprise? Non, là, je suis pas féministe. Je suis pour la cause des femmes, c'est important. Je suis chef d'entreprise également, mais je suis pas, voilà. Je pense que c'est pas parce qu'on parle des femmes qu'on est automatiquement féministe. Parfait. C'est important. Précision de taille. Justement, on va rester sur votre casquette de chef d'entreprise. Se voir reconnu en tant que chef d'entreprise, un défi privé et professionnel, selon vous? C'est les deux, effectivement. C'est un défi privé, c'est un défi professionnel. Parce que du côté professionnel, ça veut dire qu'on peut le faire, qu'on peut diriger des équipes. Mais il faut le background quand même. Oui.
L'expertise, le background, c'est important. C'est ça, et l'expérience aussi. Oui. Voilà, il faut accepter je suis pas devenue chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain. J'ai été salariée, j'ai vu comment ça fonctionne, j'ai fait des tâches qui ne sont pas forcément très valorisantes, mais je les ai fait et aujourd'hui je suis contente parce que quand je me retrouve à certaines faces au niveau des ressources humaines dans mon entreprise, je sais comment parler, je sais comment me comporter face à mes collaborateurs. C'est important aujourd'hui. Côté privé aussi, c'est valorisant parce qu'aujourd'hui, quand dans la société, quand on dit qu'on travaille, qu'on est cadre, qu'on est chef d'entreprise, voilà, la société a un autre regard sur soi, sur sa vie, et c'est valorisant et gratifiant. Ça, c'est important. On a besoin de ça, cette reconnaissance. Moi, par exemple, à Carapi, donc dans mon entreprise, il y a beaucoup d'hommes parce que c'est un métier de livraison. Mais les postes clés sont tenus par une femme. Aujourd'hui, celle qui gère tous les livreurs est une femme. Donc Aïssata gère 30 hommes. C'est pas simple. Jeune également. Donc Yacine également qui est à la réservation. C'est un secteur de femmes également. Gère ces livreurs-là au téléphone. Donc, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple. On en parlait hier. Et je leur disais, bon, voyez, quand vous communiquez directement avec les hommes, vous arrivez à avoir ce que vous voulez plutôt que quand c'est un homme qui communique avec eux. Ils disent effectivement, c'est vrai, même quand ils sont énervés, ils essayent d'avoir une voix douce, de pas trop se fâcher avec nous, donc on arrive à avoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est compliqué pour une femme d'être chef d'entreprise, en tout cas au Sénégal? Oui, parce que diriger des hommes, c'est pas simple. Hein. Déjà, eux, ils ont du mal. Est-ce que c'est tous les hommes c'est pas tous les hommes qui ont du mal à se faire... Vous avez déjà vécu l'expérience? Non, pas aujourd'hui dans mon rôle. Hein. J'ai de la chance parce que mon mari me met vraiment en avant et j'ai de la chance qu'il m'accompagne également et qu'il fasse comprendre à tout le monde que Fatou, c'est elle qui gère au niveau de l'entreprise. Mais toutes les chefs d'entreprise n'ont pas cette chance. N'ont pas la chance d'avoir un mari qui les suit. Moi, je vais peut-être parler de mon expérience quand j'étais cadre dans la restauration où j'avais une équipe également à gérer. Et c'est vrai que là, je le dis, c'est pas facile d'avoir des hommes à gérer ou des hommes en supérieur. Il y a ce côté macho et machisme qui existe. Par exemple, dans la restauration, c'est un côté très très mec, hein, on va dire, au niveau de la cuisine, au niveau de la salle. En gros, nous les femmes, on n'a pas trop notre mot à dire. Vous suivez, vous faites la petite décoration. Voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Et moi, je me sentais pas à l'aise à la fin parce que ils oppressent. Ils permettent pas le développement de ces femmes alors qu'on pourrait apporter notre mot à dire et malheureusement on quitte. À un moment donné, on est obligé de partir. Les femmes aussi ont leur saut d'humeur, leur caractère, oui. leur carapace aussi. C'est vrai, mais ça c'est la biologie qui le fait. Mais c'est pas une raison. On est en entreprise. Oui, c'est vrai que c'est pas une raison. Mais vous savez, on a été tellement stigmatisés qu'on est sur la défensive. C'est-à-dire, dès qu'on nous dit quelque chose, automatiquement, on n'essaye pas de chercher pourquoi il nous a fait cette réflexion. Mais quand on est chef d'entreprise, quand même, avec le terme, maintenant, on ne parle plus même de chef d'entreprise, on parle de manager. Oui. Il faut quand même se calmer pour pouvoir bien gérer l'équipe. Effectivement. Qu'on soit homme ou femme. Quand on est manager, voilà, exactement. Il y a un comportement et une communication différente à avoir. Parce qu'on ne manage pas de la même façon. Il faut pouvoir déjà prendre par les sentiments. Ça, c'est important quand on est une femme et qu'on manage. Il faut pas être brusque parce que c'est pas simple de manager des hommes. Je parle au Sénégal. Parce que la société, la culture fait qu'on est dans une société patriarcale. L'homme dirige. Donc par exemple, on a un homme qui dirige chez lui, qui dirige sa femme, qui a ses responsabilités à la maison, qui arrive au travail, boum, c'est fini. C'est une femme qui te dit fais ci, fais ça. Il faut c'est nouveau. Donc il faut qu'on prenne notre temps et qu'on manage ça tranquillement et doucement et on arrivera forcément à ce qu'on veut parce que finalement il y a une expression qui dit que l'homme c'est la tête mais la femme c'est le cou, donc elle peut le faire tourner dans les différentes destinations qu'elle veut. Fatou Morgane Gueye Diop, Fatou, concilier vie professionnelle et vie privée, une lourde tâche. Vous êtes vraiment la personne qu'il faut pour en parler, mère de famille, chef d'entreprise, épouse. Oui, c'est vrai, c'est pas simple, mais c'est beau. Moi, j'ai 3 enfants, des jumelles qui ont 2 ans et une petite fille qui a 6 mois, donc Marietou, Maïmouna et Nadine. J'ai un mari également et je gère une entreprise de plus de 40 salariés, donc il faut pouvoir organiser. Mais en discutant avec ma sœur, Gaëlle, il faut trouver un équilibre, c'est important.
Il faut avoir son équilibre dans le travail, à la maison, avec son mari. Et si on arrive à trouver un équilibre sur ces différents secteurs, hein, parce que ce sont des secteurs d'activité finalement quand on les compare à la vie, si on arrive à avoir une égalité partout, finalement ça devient simple. Il faut pouvoir s'occuper de ses enfants, mais pour autant même travailler, d'allier les deux. Moi j'ai la chance aujourd'hui, donc mes bureaux sont à côté de chez moi. Il faut également que son mari soit dans la même dynamique que nous, c'est important, parce que s'il n'est pas dans la même dynamique, on ne peut pas y arriver. Il faut se faire aider. Moi j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai ma famille qui est là, j'ai mon mari qui m'aide aussi beaucoup. Et à ces femmes qui nous écoutent, hein, qui sont dans cette situation-là, soyez courageuses, continuez. Vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour l'économie. Excusez-moi de vous couper la parole. Et pour les femmes qui n'ont pas de mari et qui sont des chefs d'entreprise. Oui. Qui ont personne derrière. Quelle attitude doit-elle avoir pour pouvoir gérer bien l'entreprise, pour que l'entreprise soit productive, parce que quand on lance une entreprise, c'est pour avoir du profit derrière. Bien sûr. Voilà. Concentrez-vous sur votre travail. N'oubliez pas aussi que nous, des femmes, on a une horloge biologique et qu'à un moment donné... Pas une raison, Fatou. C'est pas une raison, mais il faut penser aussi qu'on a besoin d'être épanoui. Le travail seul ne peut pas nous épanouir, Oumou. À un moment donné, on a besoin de tendresse, on a besoin d'amour. Et même si nos amis et notre famille nous apportent, ça les hommes qui nous écoutent vont être contents, on a besoin un peu d'eux quand même, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, moi je me vois si j'avais pas tout ça et que ce serait plus dur, on abandonnerait beaucoup plus facilement. Donc si vous n'avez pas tout cela, vous aurez mis alors la clé sous le paillasson. C'est pas un prétexte, Fatou. Non, j'aurais pas mis. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise très ambitieuses et qui sont seules. Oui, c'est vrai, j'en connais en plus. Je connais beaucoup de femmes aujourd'hui qui gèrent des entreprises. Qui ont le devoir de réussir. Elles le font très bien et je suis très contente pour elles. Elles le font très très bien. Elles le continuent, je les encourage dans ça. Mais comme on dit, il n'y a pas que le travail dans la vie aussi. C'est vrai que ça nous procure beaucoup d'importance, beaucoup d'amour. Moi, je dirais plutôt que pour réussir son travail, peut-être il y a d'autres facteurs. Oui, il y a d'autres facteurs pour pouvoir réussir sa mission, peut-être de chef d'entreprise. Et il faut se faire accompagner également. On ne peut pas tout faire tout seul. Il faut s'entourer de bonnes personnes aussi qui vous aident. Il faut avoir des personnes à des postes. Il faut avoir les bonnes personnes à des postes. C'est ça également aussi. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas, quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas gérer les ressources humaines, on ne peut pas gérer le marketing, l'exploitation. Il faut s'entourer des personnes qui croient en votre projet et qui aiment travailler également et les poser à ces différentes places-là. Et de s'en sentir accompagné, c'est important, hein, parce que le burn-out, ça arrive vite aussi également dans ce genre de situation-là. Et après, on n'est plus productif. Et le but, c'est de continuer à être productif également. Que pensez-vous du télétravail avant qu'on ne passe au portrait? Moi, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous êtes prête à peut-être établir un planning pour vos employés et de dire travaillez 3 jours de chez vous et peut-être 2 jours au bureau? Bon, ils sont en train de m'écouter là en ce moment. Donc, j'en parlais déjà avec mon mari, mon associé. C'est le futur, hein, aujourd'hui. On y est déjà, c'est le présent. Ça existe. On peut dire ça, ça existe déjà. Donc, pourquoi pas, on est beaucoup plus productif. Moi, je sais que des fois, je travaille de chez moi, alors que je suis pas forcément au bureau. Est-ce que vos employés peuvent le... Si on arrive à trouver sur une bonne entente et qu'on arrive à trouver ce moyen-là... Est-ce que vous non, pensez parce que si on fait ça, on met en place, on peut pas non plus... Comment ça va se passer? Est-ce que moi, je suis sûre à 100% que si je mets 2 jours chez soi et 3 jours au travail, que mon collaborateur va bien remplir sa mission. Donc, il faut qu'on puisse aussi trouver des clauses avec des objectifs à atteindre. Nous sommes dans un monde connecté. Oui. Je pense qu'avec le numérique, on peut gérer à distance. Bien sûr. Oui. Pourquoi vous êtes un peu sceptique, réticent? Parce que c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau fait un peu peur et on ne sait pas trop comment le prendre. Les pays le font. Mais le but vraiment à arriver... Et il y a des recherches qui disent que ceux qui travaillent de chez eux sont beaucoup plus productifs. C'est ce qu'on dit. Oui. Pourquoi pas essayer? Le but, c'est de toujours essayer quelque chose. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Donc, pourquoi pas de mettre ça en place. Vous êtes prête à tenter l'expérience? Oui, effectivement, parce qu'on en avait déjà parlé. Je suis prête à tenter l'expérience. Pas avec tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui, mais avec certaines personnes et voir quel est leur retour, d'avoir leur retour
Moi, j'ai déjà essayé, donc ça marche. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, par exemple, avec Yacine, ma responsable de réservation, qui pourrait très bien suivre ses équipes de chez elle, travailler, voir comment ça se passe et mettre ça en place, effectivement. Voilà, dans Business Mag, on garde toujours le meilleur pour la fin. Je vais vous proposer d'écouter un portrait d'une dame qui s'appelle Fatou, c'est votre homonyme. Un portrait signé Mohamed Kandji. Je vous laisse le découvrir en live. Après, on va revenir et commenter. Fat Diallo presque est-ce que aw ma juróom fukki at ak juróom war naa ko weesu de dëgg fa yàlla jàpp ma nag sama at nag waaw. Frêle silhouette, 1m60, le visage ridé, Fatou Diallo est native de Pikine. La brave dame est vendeuse de fruits à Sandaga, une activité qu'elle exerce depuis. Ah, ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits depuis le règne du président Abdou Diouf. Je vends des fruits saisonniers, des mades, des melons, passecs, oranges, entre autres. Je rends grâce à Dieu et je rends hommage à mes parents. Veuve depuis 10 ans, Fatou Diallo assure toute seule la charge familiale. Sensible mais courageuse, elle se lève tous les jours au premier chant du coq pour partir à la recherche de sa marchandise, sans peur du fond, du froid et de l'insécurité qui sévit dans ce pays. Je m'approvisionne au marché syndicat à Pikine. Je me réveille tous les jours à 4h du matin. À 6h, je prends le taxi, le clando, parfois même le bus pour venir ici à Sandaga. Beaucoup d'efforts qui ont aujourd'hui porté leurs fruits. Grâce à son immense don de soi et sa détermination, Mère Fatou a acheté sa propre maison. J'ai bâti ma maison grâce à cette activité. J'assure les charges familiales, je paie l'eau, l'électricité. Si j'ai aussi à faire tout cela, c'est parce que je n'ai jamais voulu baisser les bras. Je n'aime pas tendre les mains. Le sourire au coin, elle travaille sans répit pour subvenir aux besoins de ses enfants qui constituent sa plus grande force. Je bénéficie aussi du soutien de ma famille. J'ai des enfants formidables. Nous nous aidons mutuellement. Il n'y a pas de sous-métier. Fatou Diallo le comprend bien. Elle exhorte aux femmes à ne jamais baisser les bras, car l'impossible n'existe pas. Mohamed Kandji, merci. C'est notre portraitiste maison. Fatou, vous avez écouté encore une fois le portrait de Fatou Diallo. Oui, très touchant. J'en ai des frissons. En plus, c'est exactement ma Tourondo. Ma grand-mère s'appelait Fatou Diallo. Donc, du coup, c'est vraiment un parcours remarquable. Hein. Ça a 65 ans. Elle a construit sa maison. Amne Diom, ça fait plaisir vraiment. Puis il nous faut de plus en plus de portraits ainsi qui permettent aux jeunes filles d'avoir des modèles et de dire qu'il y a des parcours de réussite en travaillant et en faisant vraiment quelque chose de gratifiant. Et c'est de tout ce qu'elle a construit aujourd'hui, c'est sur un travail, c'est sur du job. Donc ça, c'est important, que c'est pas un parcours facile. Oui, elle a exercé cette activité depuis 10 ans. Oui. C'est vrai qu'elle a pu avoir sa propre maison. Maintenant, elle paie plus le loyer, c'est vrai. Mais 10 ans aussi à exercer cette activité et on la sent aussi fatiguée à faire un petit commerce. Cela nous interpelle aussi et interpelle les autorités pour tendre la main à ces femmes qui sont dans le secteur informel, les aider et les pousser à rendre leur activité formelle. Peut-être qu'en 10 ans, si elle était dans une activité formelle, elle aurait dépassé ce stade aussi. Effectivement, ça c'est vrai que 10 ans c'est long, hein, même si elle a réussi à faire tout ça. Et que c'est dur. Elle pouvait faire plus si elle était peut-être dans exactement, et moins dur aussi physiquement et pour elle. Et ça, on en revient à l'éducation, parce que si on avait eu la chance d'aller à l'école et d'avoir un parcours scolaire, on aurait pu peut-être aussi voilà. Donc il faut qu'aujourd'hui l'État accentue sur le fait que nous allions à l'école, parce l'éducation, oui, parce qu'un bon départ dans la vie commence par l'éducation des tout petits. Ça, c'est vrai qu'il y a important. des cas isolés, des femmes qui sont aujourd'hui des autodidactes, qui ont pu se faire toutes seules et tout ça, et qui ont pu réussir. Mais l'idéal serait d'encourager l'éducation des femmes et des filles. Exactement. Ça, c'est vraiment... On en arrive au fameux quiz. On est à 2 minutes du journal. On va y aller vite. Un exercice ludique et instructif en même temps. Tu redoutes? Ah oui, un peu. Faut pas. Vous êtes prête? Je suis prête. Voilà. Oui. Quel est le pays le plus connecté de l'Europe? Le pays le plus connecté de l'Europe? Oui. Aïe. Tu passes? Oui, passe. L'Estonie. Ah!
Dirigée d'ailleurs par une dame. Exactement. Voilà. Cite 2 États africains qui ont été dirigés par des femmes. On a l'Éthiopie. Oui. Et c'est pas le Libéria. La Sierra Leone. Libéria, Ellen Johnson, et Centrafrique, Catherine Samba-Panza, même si c'était une présidente par transition. Le Sénégal a fait ses premières découvertes de pétrole en quelle année? C'est normal parce que le nom de l'émission c'est pétrole et gaz. Ouais. En quelle année? Oui, les premières découvertes. En 2000. Non, je te laisse ta question. Tu es très calée là-dessus. C'est moi qui pose les questions aujourd'hui. On est à 1 minute du journal. En 2006? Non, c'est en 2014. 2014. Enfin, la dernière question. Définition du benchmarking. C'est ton domaine. Non. Joker. Méthode d'évaluation des performances d'une entreprise. Il s'agit de comparer les performances de l'entreprise en question à celles de ses principaux concurrents. Bon, je te tends la perche pour une dernière fois. Il faut sauver l'honneur Fatou. Au Sénégal, 2 femmes ont été nommées Premier ministre. On a Madame Touré qui a été nommée ministre. J'ai pas son prénom. Aminata Touré. Aminata, voilà. Et il y a Mama Djorboy. Mama Djorboy, voilà. Voilà, il y a Antoine Diouf qui vient d'entrer dans un instant. La grande édition de Midi Keng de e-radio le 12h. Fatou Morgane Gueye, cofondatrice de Car Rapide Précis. J'ai été notre invitée. Merci Fatou. Merci Oumou, c'était une très belle expérience. Merci de m'avoir fait partager cela. Merci, plaisir partagé. Biran Technique, Biran Cissé était à la technique. Mohamed Kandi à la réalisation. Merci et à samedi prochain.